tous, bienvenue sur cette nouvelle rencontre sortie de scène, aujourd'hui avec Lionel Langlais. Bonjour Lionel. Bonjour Alexandre. Bienvenue dans nos studios sortie de scène. Merci beaucoup. Écoute, là c'est une réelle rencontre parce que j'en sais très peu de toi, oui. Donc je vais te rencontrer vraiment, mais au sens, parce que le terme rencontre peut avoir deux sens. C'est une rencontre ce jour-là, ou c'est ce moment précis, ou une rencontre pour la première fois. Oui. En ce qui nous concerne, c'est la première fois qu'on se rencontre. Donc je vais commencer avec une question que je pose souvent. Comment tu peux te présenter, toi? Qu'est-ce que tu dis quand tu te présentes? Qui es-tu, Lionel Langlais? Alors, je vais reprendre une formule à mon compte. C'était Barbara qui disait « Je suis une femme qui chante ». Pour ma part, je suis un être humain qui chante. D'accord. Et tu chantes quoi? Tes compositions, d'autres choses? Alors je chante, ce sont mes chansons. Ce sont des chansons que j'écris avec un auteur. Moi, pour ma part, je suis compositeur et interprète donc. Et je travaille avec un auteur dont on va avoir l'opportunité de parler, et ça sera avec plaisir, qui s'appelle Quentin Lamotta. Je travaille avec lui depuis plusieurs années maintenant. D'accord. Et donc tu te produis en live, oui, sur scène. Oui, tout à fait. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, puisque sortie de scène, c'est vous faire découvrir ce qui se passe sur des scènes en vous permettant d'avoir une idée, de rencontrer les artistes, de rencontrer les personnes du public aussi, parce que ça nous permet, quand on interviewe le public, de voir comment ils se sentent, même s'ils le disent pas forcément bien. On lit plein de choses. C'est comment ça s'appelle, la communication. La communication non-verbale. Non-verbale, c'est exactement. Ça, oui. Et donc avec le non-verbal, on a plein de choses, et puis on a des extraits du spectacle, etc. Donc voilà. Donc toi, tu te produis sur scène. Où est-ce que tu te produis? Je vais me produire là où je vais chanter au Café de la Danse le 3 avril à 20h30. Super. Voilà, c'est un rendez-vous assez important, parce que le Café de la Danse, à mon stade de développement, est une salle un petit peu importante. Donc voilà, un petit challenge pour moi. Super. Donc c'est un rendez-vous avec on va dire une étape. Ça marque une petite étape, oui. Ça fait combien de temps que tu fais que tu composes? Ça va faire presque 15 ans maintenant. J'en suis à mon... On a fait le 4e album et on est en train d'écrire le 5e en ce moment. D'accord. Et tu es aussi instrumentiste ou... Oui, j'ai appris la guitare. C'est l'instrument avec lequel je me suis mis à la musique. D'accord. Et avec lequel la musique est venue à moi d'ailleurs. Et c'est l'instrument qui m'accompagne, avec lequel je travaille encore aujourd'hui pour composer, et puis sur lequel je m'accompagne en partie sur scène. Pas que, mais en partie. D'accord. Et la question qui vient, c'est comment toi tu présentes ce que tu fais sur scène, ton spectacle? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Alors c'est un spectacle dans lequel je vais essayer de... Alors dans lequel il va y avoir pas mal de choses, puisque c'est d'abord des chansons. Oui. C'est la première chose. Mais il va aussi y avoir des chorégraphies. Je travaille avec un couple de danseurs et je travaille avec un metteur en scène qui s'appelle Johan Ebidaer, qui est aussi la personne qui réalise mes clips, avec qui je réalise mes clips. Et en fait, ce spectacle est parti d'une contrainte. Oui. Lorsque j'ai fait mon album précédent, on voulait d'abord faire un spectacle avec les musiciens qui étaient sur l'album. D'accord. Et comme ce sont des musiciens qui travaillent avec des grosses pointures, la plupart d'entre eux n'étaient pas du tout disponibles. Donc il a fallu réfléchir à autre chose, et on a réfléchi avec Quentin, mon auteur, à une formule, et nous est venue cette idée en fait de faire un spectacle sur lequel je suis à la fois à la guitare. J'utilise les bandes son de mes albums. D'accord. Et plutôt que d'être accompagné de musiciens, d'avoir un couple de danseurs qui vient ponctuer, illustrer certaines des chansons, apporter une dimension supplémentaire au spectacle.
Et voilà, et de là, on a commencé par faire un premier spectacle aux Trois Baudets qui s'est très très bien passé, qui a été un gros succès. C'est une salle anthologique. Oui, pour la chanson, ouais, qui est une salle qui a une, oui, tout à fait, qui a une grosse réputation. Et puis donc voilà, maintenant à partir de ce spectacle, on le fait évoluer, on commence à intégrer des nouvelles chansons, et puis ce spectacle va être comme ça, un spectacle de chansons avec des chorégraphies. On travaille aussi sur les lumières. Là, je vais être en résidence artistique pendant 3 jours pour travailler sur les lumières. Et on essaye de proposer vraiment un spectacle complet. C'est ce qu'on essaye de faire de manière à ce que les gens repartent avec quelque chose d'un peu inattendu. Quelque chose, c'est pas juste un concert. Oui, oui. Bah c'est ça, moi je viens un peu pour me présenter à toi du monde de l'opéra. Donc je l'ai déjà un peu dit, et puis il y a plein d'épisodes qui sortent sur ce sujet. Je suis d'une famille d'opéra. Donc mon grand-père était directeur de l'opéra de Lyon. Oui. Mon père a été directeur de l'opéra de Lille et directeur et metteur en scène dans plein d'opéras différents. Oui. Et moi j'ai fait des mises en scène d'opéra également. J'ai produit des opéras en entrée libre. D'accord. Avec orchestre. Et puis j'ai arrêté après pour diverses questions, notamment aussi économiques. Mais je pense que là, on est dans un nouveau moment où les choses vont renaître, je pense. Oui. J'ai cet espoir, en tout cas. Mais c'est vrai que l'opéra, pour moi, c'est l'art total. C'est-à-dire qu'on a tous les modes d'expression, le chant, oui. Le jeu. Tout à fait. On a la lumière, l'art pictural, oui. le décor, le costume. C'est vrai. Et c'est vrai que ça permet de parler à tous les sens en même temps, oui. Quasiment, pas tous en fait, mais quasiment tous en même temps. Et pour ça peut toucher peut-être plus profondément les gens et transmettre plus d'informations d'une qualité plus précise. Oui. Et c'est peut-être ce que toi aussi tu essayes de faire dans... Je pense que c'est assez proche. Ah, oui, je pense que c'est assez proche. Et pourquoi pas faire un opéra ? Parce que je ne suis pas un chanteur d'opéra, tout simplement. Alors oui, moi ce que j'appelle opéra, c'est vrai qu'opéra, ça sous-entend qu'il y a une technique vocale, opératique, lyrique, qui est simplement due au fait qu'à l'époque, nous n'avions pas de micro. Et donc, il fallait orchestré en fonction de la puissance des instruments. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec 10 violons parce qu'il y a 6 altos, parce qu'il y a 4 violoncelles, parce qu'il y a 2 contrebasses, parce qu'il y a un corps. Et si on met 2 corps, il faut tout augmenter parce qu'il faut que les instruments soient équilibrés en fait. Et donc avec l'amplification, on n'a plus ce problème. Mais ça change aussi la manière de faire la musique, oui. et la manière voilà. Donc toi tu chantes avec un micro, oui. Ça permet plein de choses, oui. que ceux qui ne chantent pas avec des micros peuvent pas faire, oui. Mais il y a aussi des intérêts à chanter sans micro, c'est notamment la spatialisation. Quand on est en scène et qu'on chante de l'opéra, en fermant les yeux, on peut presque localiser la personne qui chante. Oui. Tandis qu'avec un micro, elle est localisée là où sont les enceintes, quoi. Alors c'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus, puisque aujourd'hui, en fait, tu peux faire beaucoup de choses en termes de spatialisation, et en réalité, avec un ingénieur du son qui est suffisamment bon, qui est technique. Tu vas pouvoir avoir ta voix un peu à gauche, un peu à droite, avoir une représentation sonore dans la salle qui illustre bien celle qui est sur scène et qui est bien son reflet. Et pour ce qui concerne le chant ou la musique amplifiée, si tu veux, moi j'ai un regard. En fait, la technique de l'opéra, elle s'est développée aussi parce qu'il fallait. En fait, c'est très souvent on répond à des contraintes. Oui. La technique de l'opéra, le chant de l'opéra, il s'est construit aussi parce qu'il fallait. On n'avait que le corps pour amplifier au maximum cet outil dans lequel il y a incroyablement de choses, qui est un outil infini, qui est la voix, dans lequel il y a toute la personnalité, il y a toute l'âme d'une personne qui va pouvoir passer. Donc on a construit, on a trouvé ces techniques de chant qui consistent à mobiliser tout le corps, dont notamment le squelette, puisque la voix de l'opéra va faire vibrer tous les os, va faire vibrer le squelette tout entier. Et c'est par cette vibration du squelette qu'on va transmettre, amplifier la voix et pouvoir passer
au-dessus, ou en tout cas avec l'orchestre, sans que la voix soit complètement éteinte ou soit complètement en dessous. Couvert, mais en fait, on a répondu à une contrainte, et on a développé une technique pour répondre à cette contrainte. C'est ça. Et la technique de musique amplifiée, c'est pareil. On a répondu à des contraintes. Il y avait des gens qui n'avaient pas forcément la voix ou la possibilité de porter aussi loin. Et ils ont trouvé, la première fois que quelqu'un a chanté avec un micro, il s'est fait huer. Ah oui. Parce qu'on considérait qu'il n'avait pas de voix, et en fait, il a simplement utilisé une technique. Pareil pour les guitares, pareil pour les claviers. En fait, on utilise des techniques, mais il reste de tout ça, il reste toujours l'art, il reste toujours l'âme. Cette technique, elle est au service de l'art, on la met au service de l'art. Après, il faut qu'il y ait un artiste sur scène, ou des artistes. S'il n'y a pas d'artiste, c'est pas le micro qui en est responsable. C'est pas non plus la salle dans laquelle il y a un immense orchestre. Il faut qu'il y ait un artiste qui soit là. Et la technique se met, elle aussi, comme de la même manière que l'être humain qui va incarner l'artiste va se mettre au service de l'artiste, la technique va se mettre au service de cet artiste pour pouvoir transmettre et faire passer toutes les émotions au public qui est venu là pour ça, qui sait même pas forcément exactement ce qu'il est venu chercher, mais qui est venu là. Donc c'est une nouvelle manière de faire, enfin nouvelle, maintenant elle est plus tellement nouvelle. Voilà, elle évolue, elle continue à évoluer. C'est ça. Voilà. Mais donc quand je disais tout à l'heure, l'opéra pour moi c'est plutôt dans la forme finale. Donc à la limite, si on utilise un micro ou pas, évidemment, ça en change la facture. C'est fait de manière différente, tout à fait. de différentes manières. Mais pour moi, par exemple, West Side Story, c'est un opéra. Oui, oui. Donc c'est une comédie, on appelle ça une comédie musicale, parce que c'est venu après, et justement avec la musique amplifiée, etc. etc. Oui. C'est vrai que le fait d'amplifier la musique permet d'avoir un peu moins de souffle disponible pour le chant et un peu plus pour la danse. C'est vrai que dans le cas de West Side Story, c'est pas inutile. C'est ça. On peut pas chanter Wagner et faire les chorés de West Side Story. Ça va être un peu plus compliqué. C'est ça. Donc ça permet justement de faire des choses différentes. Oui. Et donc quand je disais tout à l'heure pourquoi pas faire un opéra, c'est pourquoi pas faire justement un art total mis en scène, etc., etc., en tant que compositeur et chanteur aussi. Mais je crois qu'à partir de, en fait, si tu veux, je pense quand même qu'il y a c'est un art total. Oui, mais c'est ce que tu vas faire. Oui, là, tu vas le faire. En fait, je crois que ce que tu recherches, toi, tu l'as trouvé à travers l'opéra. Mais je crois que c'est ce que tous les gens qui viennent voir un spectacle recherchent. Ils recherchent quelque chose qui va leur donner, qui va leur donner à leur être tout entier. C'est ça qu'ils recherchent. Et ce qui est important, c'est pas tellement est-ce que ça passe par un opéra ou est-ce que ça passe par un autre type de spectacle. Ce qui est important, c'est que le public qui vient, la personne qui vient, reçoive cette nourriture qu'elle est venue chercher. C'est ça qui est primordial. C'est ça le plus important. Il peut y avoir un spectacle complet. Moi, par exemple, ça m'arrive. Je chante tous les étés. Je fais une tournée dans les kiosques à musique à Paris. Ah, super. Ouais. Oui. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Il y en a un au Luxembourg. Oui, je chante notamment au Jardin du Luxembourg, par exemple. Ça fait partie des kiosques dans lesquels je me produis plusieurs fois pendant l'été, et je suis tout seul sur scène. Là, j'ai pas le couple de danseurs, j'ai ma sono à moi, je suis absolument tout seul sur scène, j'ai ma guitare et mes bandes son. Mais j'offre quand même un spectacle complet. Et je peux te dire, il n'y a pas de jeu de lumière, il n'y a pas de aujourd'hui, alors il y a quand même l'amplification, mais en fait, il est réduit à sa plus simple expression. Mais les gens voient un spectacle complet. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça qu'il faut donner aux gens qui viennent, qui se déplacent. Et de ne pas tomber aussi esclave de la technique, de maîtriser le exactement. Pour ensuite... En fait, il faut maîtriser la technique, il faut l'intégrer pour pouvoir l'oublier le plus complètement possible. Elle doit être juste au service du spectacle, elle doit se faire oublier. Oui. Et donc toi, tu t'accompagnes, tu chantes. Oui. Il y a des parties aussi où tu racontes un peu. Oui, il y a un petit peu il y a un petit peu, alors pas trop, mais il y a un petit peu ne serait-ce que pour présenter les chansons. En fait, ça fait partie du spectacle. Le spectacle est vraiment construit. Un tour de chant, c'est un petit peu comme une pièce de théâtre. Tu vas raconter une histoire du début à la fin, donc il est très construit. Et il y a quelques interventions parlées, relativement courtes, mais des choses qui permettent d'introduire certaines chansons, de faire rentrer le public un peu
peu mieux ou un peu plus dans certaines situations, et de l'inviter des fois à participer un petit peu, parce que c'est quand même quelque chose de sympa aussi, de créer cette communion avec le public. Tout à fait. Voilà. C'est ce que je dis, le spectacle vivant ne disparaîtra jamais, parce qu'il permet de faire des choses que seul le spectacle vivant peut faire. C'est ça. C'est l'interaction avec le public. Exactement, et c'est un petit moment de vie qui est unique. C'est pour ça que ça s'appelle le spectacle vivant, parce que c'est un petit moment de vie unique. Et quoi qu'il ait été, ce moment-là, on ne le revivra jamais. Il reste unique. Le spectacle suivant sera différent. Oui. Même si c'est les mêmes chansons, même si c'est les mêmes, de la même manière qu'une pièce de théâtre sera différente, légèrement différente à chaque fois. Tout à fait. Et parce que nous-mêmes, d'une seconde à l'autre, notre corps a déjà changé, on est déjà différent. Donc on ne revivra jamais le même instant, et le spectacle vivant, c'est pareil, c'est une des magies de cet art. Tout à fait. Je suis très curieux maintenant d'entendre quelque chose. Donc là, sur notre écran, on a ta chaîne YouTube. Oui. Et qu'est-ce que tu conseilles de nous faire écouter en étant sur ta chaîne YouTube? On va commencer. Moi, je pense par Des pieds des mains. C'est bien. C'est une bonne introduction. C'est le clip le plus récent qu'on ait fait. D'accord. Et c'est une bonne introduction. Allez, c'est parti. On écoute Des pieds et des mains. Et tu cognes, tu gifles, t'embrasses, tu cours, trottines, tu tapes et t'agaces, tu comptes et sous-pèses, tu tires et tu pousses, tu marches, tu danses, trépignes, éclabousses. Devant, derrière, marche ou crève, à la vie, à la mort. Tu fais des pieds, des mains sur un chemin qui mène à rien. Des pieds, des mains qui mènent à rien. Tu fais des pieds, des mains sur un chemin qui mène à rien. Des pieds, des mains. Du matin au matin, c'est dans ton corps. Remue, ménage, tension dans tes corps. Mots, lutte intestine, guerre des nerfs, top, névrose en sourdine. Devant, derrière, au-dedans, au-dehors, c'est marche ou crève, à la vie, à la mort. Tu fais des pieds, des mains sur un chemin qui mène à rien. Des pieds, des mains qui mènent à rien. Tu fais des pieds, des mains sur un chemin qui mène à rien. Des pieds, des mains. Dans le temps immobile, hors de ce corps, vide inutile, tu verras le pourquoi des pourquoi. T'avais des pieds, des mains pour un chemin d'humain, des pieds, des mains qui menaient loin. T'avais des pieds, des mains pour un chemin d'humain, des pieds, des mains qui menaient loin, loin, loin. Chemin humain qui menait loin, des pieds, des mains qui menaient loin, des pieds, des mains. Bravo. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Tu as conçu le clip après la musique, évidemment. Oui. Tu travailles avec le réalisateur dont tu nous as parlé. Oui. Alors d'ailleurs, je me permettrai pas de m'attribuer la conception du clip. C'est bien Johan qui en est à l'origine. C'est lui qui en a eu l'idée. Il cherchait. On savait qu'on voulait faire un nouveau clip. On savait pas trop. Et il est venu donc me voir chanter dans un des kiosques dont je te parlais pour chercher. D'une part parce qu'il fallait qu'on travaille sur le spectacle qu'on va présenter au Café de la Danse là le 3 avril. Et puis d'autre part parce qu'il chercher l'inspiration pour le clip. Donc, et puis c'est venu pendant le spectacle. D'un seul coup, j'étais en train de faire cette chanson et bon sang, mais c'est bien sûr. Il a eu le flash. Il a eu le flash. L'histoire lui est venue. Alors pour l'anecdote, peut-être qu'on pourra en profiter pour diffuser ce clip aussi. Pour l'anecdote, en fait, ce clip est la suite
d'un clip qui s'appelle Quand je m'oublie, qui est le premier clip qu'on avait extrait de mon album précédent en fait. Et c'est venu un petit peu comme un clin d'œil. C'était une sorte de road trip des deux personnages qu'on avait mis en scène dans le clip de Quand je m'oublie. Voilà, c'est la suite de leur histoire. Super. Et toi, d'où est-ce que tu viens, d'où es-tu originaire, où est-ce que tu as grandi, je vais répondre à ta question. Ouais, c'est juste que j'en profite aussi pour rebondir. Dans Des pieds des mains, on peut voir donc l'acteur qui m'accompagne, c'est Santiago Codongras, et il fait partie. C'est lui aussi qui danse sur scène avec moi. Il y a un couple de danseurs. Il y a lui et il y a Camila Mélanie qui, pour l'instant, n'est pas encore dans un clip. Ça va certainement arriver. Je ne sais pas encore quand. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et c'est quoi comme danse? C'est une danse spécifique? C'est de la danse, c'est de la danse contemporaine. Je pense qu'on peut appeler ça de la danse contemporaine. Et d'ailleurs, les chorégraphies sont de Johan, qui est d'abord un danseur. C'est un danseur professionnel. Il est devenu chorégraphe et en parallèle, il s'est mis à la réalisation de clips. Lui aussi, il vise l'art total. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Mais c'est ce que j'aime d'ailleurs dans le travail avec lui, c'est qu'il a il a ça en lui. C'est-à-dire, c'est un artiste. Et en fait, quand tu es artiste, t'as pas tellement le choix. Tu te retrouves dans ta vie à faire de l'art d'une manière ou d'une autre. Tu choisis pas forcément exactement le chemin. Il y a quelque chose qui s'impose à toi. Tu sais pas exactement pourquoi. Souvent, dans les premières années, ça peut être vécu un peu difficilement parce que tu comprends pas forcément les obstacles que tu rencontres ou les difficultés que tu peux avoir. Et c'est plus tard que tu vas te rendre compte, tu te dis, bah oui, c'est juste que je me trompais de chemin, j'avais pas compris. Mais c'est quelque chose qui s'impose à toi. Et Johan fait partie de ces gens qui ont ça. Et j'aime travailler avec des gens qui ont ça. Lionel Gaillardin, qui est par exemple le réalisateur de mes albums, c'est avec lui que je travaille pour les arrangements. Oui. Il a ça aussi. Et Quentin, mon auteur, également. Ce sont des gens qui, quoi qu'ils fassent, vont se retrouver ils sont obligés par l'artiste qu'ils portent. Oui. Et on s'est retrouvés à se regrouper autour d'un artiste qui, lui, se retrouve sur scène, qui s'appelle Lionel Langlais. C'est ce qui s'est passé. La musique, elle apporte quelque chose qui nous relie tous, par le rythme, par le son, par tout ça. Donc c'est vrai que ça permet justement de relier différents univers assez bien. Il y a ce texte, cette maxime qui me vient d'un sculpteur, qui était un ami de mon père, qui s'appelait Maxime Descombins, qui faisait des maximes. Et ça ne s'invente pas. Ça. Et il disait plusieurs choses sur l'art, parce que il y a beaucoup de philosophes qui ont voulu le définir, etc. Mais il y a cette maxime qui me vient par rapport à ce que tu dis. Il disait: celui qui ne marche pas au pas entend un autre tambour. Oui. Et j'ai l'impression que l'artiste, c'est un peu ça, c'est-à-dire que nous, on n'entend pas le même tambour que les autres, mais on joue du coup à contre-temps. En tout cas, ça peut paraître à contre-temps. Au début. Oui. Et en fait, c'est simplement que... Mais je crois qu'un artiste, en fait, si on était tous complètement connectés à notre humanité profonde, au fond, on serait tous des artistes. Tout à fait. Simplement, un artiste, il va entendre mieux la musique qu'il doit jouer et celle qu'il doit présenter au monde. Voilà. Mais en fait, il marche à un pas qui est le sien, qui est ce pas qui a été fait pour lui et que chaque être humain devrait retrouver. Toutes les violences du monde, tous les problèmes du monde actuel viennent de ce que la plupart des êtres humains n'ont pas ou non plus ou ont perdu la connexion à leur être profond. Si chacun de nous était connecté à son être profond, chacun de nous entendrait cette musique qui lui est destinée, qui est à lui, pour lui, mais qui est aussi pour le monde. C'est pour ça que lorsqu'on entend cette musique, lorsqu'on a la chance, parce que c'est une chance, cette musique, cette image, on se doit de le mettre au service du monde, parce que le monde a besoin qu'il y ait des gens qui fassent entendre cette musique, ce son qui est particulier à chacun des êtres humains. Et c'est au fond ce qu'un
ce que n'importe qui vient chercher quand il va voir une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, que ce soit un tableau, que ce soit une pièce de théâtre, que ce soit un tour de chant, que ce soit un opéra. L'être qui vient ici, il vient chercher à se reconnecter à ça. Il y a quelque chose en lui qui l'amène à ça pour s'y reconnecter profondément. Et le devoir de l'artiste, c'est de se mettre complètement au service de cette musique pour pouvoir la transmettre et faire entrer en vibration, en communion, cette personne qui est venue. J'ai envie de rajouter l'être vivant. Oui. Et si on peut, j'ai entendu cette phrase aussi, je ne peux pas citer, mais de qu'est-ce que le vivant? Quelle est l'essence du vivant? Le vivant cherche à élargir son champ relationnel. On pourrait dire quel qu'il soit. Les molécules prébiotiques cherchent les autres molécules prébiotiques pour essayer de faire des choses ensemble. Tout à fait. Et nous, les êtres humains, nous cherchons à élargir soit par la quantité, soit par la qualité. Oui. Et l'art est une manière, en fait, d'élargir par la qualité et la précision, la nuance, la relation qu'on peut avoir avec le public, avec les autres artistes, etc. Enfin, c'est tout ce que tu disais juste avant. Et en fait, on reçoit ces informations presque. Exactement. Et on essaie de les transmettre. C'est exactement ça. Par notre maîtrise. Oui. C'est exactement ça. C'est une transmission d'informations. En fait, par exemple, je peux prendre l'exemple d'un chanteur. Être chanteur, il faut écouter. Tu peux pas. En fait, tu vas transmettre ce que tu entends. Tout à fait. C'est cette musique-là que tu entends que tu vas transmettre. Il faut écouter. On dit aux chanteurs ou aux gens qui apprennent à chanter qu'on ne chante pas juste, on entend juste. Exactement. Et ensuite, on éduque notre oreille et après, on se rend compte qu'on chante faux. Mais c'est vrai que c'est ça qui fait qu'on travaille. Donc toi, quand est-ce que tu as su et qu'est-ce qui t'a mené sur le chemin où tu t'es dit bah voilà, c'est la composition, c'est la musique, c'est la chanson de cette manière-là. Comment ça s'est fait? Alors ça s'est fait avec pas mal de tours, de détours. En fait, j'en ai rien su pendant très longtemps. J'ai cru pendant longtemps, moi j'ai cru que je voulais être musicien simplement. J'avais d'abord, quand j'étais gamin, j'aurais voulu faire du piano. C'était un instrument qui me plaisait. Je savais que je voulais faire un instrument qui soit polyphonique, pour avoir toute l'harmonie à disposition. Je savais que ça c'était important, pouvoir faire à la fois l'harmonie, la rythmique et puis la mélodie. Ça, je savais que c'était important. Donc je voulais faire du piano, mais je viens d'un milieu quand même très modeste. On n'avait pas les moyens du tout d'avoir un piano et il aurait fallu avoir un piano. On ne pouvait pas se contenter juste d'un petit clavier électronique ou ce genre de choses. Donc j'ai renoncé à ça. Mais j'ai pas renoncé à la musique. Il y avait un autre instrument auquel j'étais très sensible, c'était la guitare. Oui. Et alors, moi j'aime quand ça se passe comme ça, c'est-à-dire que là pour le coup, j'ai pas choisi. C'est-à-dire qu'un jour, moi j'avais une quinzaine d'années, 15-16 ans, je sais plus exactement, mais j'étais encore au lycée et j'ai une amie qui gagne une guitare dans une fête foraine. Alors une guitare extrêmement simple, c'est une guitare de fête foraine, donc je te laisse imaginer, il y a pas plus, il y a pas plus simple. Il y a les gitans qui sont pas loin, il y a les Gypsy Kings. Il y a ça, mais surtout en fait, elle a pas besoin de cette guitare, elle en a déjà. Elle en a déjà, je crois que c'est son beau-père qui est guitariste, il en a 2 ou 3 ou 4, enfin bref, elle n'a pas besoin et instinctivement elle me l'offre. Et ça a été un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait. Et moi, j'ai considéré que je me suis dit, ok, c'est pas le piano, c'est la vie qui m'offre cette guitare. C'est avec cet instrument-là que je vais commencer. Les cadeaux, parfois, c'est plus une question de timing qu'une question de contenu. C'était un rendez-vous. Là, on était tous à l'heure. Elle, moi, la guitare, on était à l'heure. Donc la transmission a pu se faire. J'ai reçu cette guitare, je m'y suis mis en autodidacte. J'ai un ami qui m'a montré quelques trucs que j'ai fait dans ma chambre. Je me suis fait les doigts comme ça, j'ai appris. Après, je jouais un petit peu sur des CD, j'ai appris un petit peu sur les musiques que j'aimais. Et donc pendant longtemps, j'ai cru que je voulais être musicien guitariste. Et puis je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi, je suis incapable de te dire pourquoi, je l'ai pas fait. T'es pas devenu musicien, t'as pas fait ton métier. J'ai pas fait en tout cas, je suis pas devenu musicien, je suis pas devenu guitariste professionnel. J'ai arrêté pendant plusieurs années la guitare. Mystérieusement, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours gardé une guitare avec moi, toujours. Même si j'en ai pas fait pendant des années,
je l'ai gardé. J'avais toujours une guitare quelque part, donc ça restait dans un placard, dans sa housse, mais je m'en servais pas. Et puis il y a eu un moment où j'ai rencontré quelqu'un qui faisait ses chansons et qui cherchait un guitariste pour l'accompagner. Et il me demande si je connais quelqu'un. C'était une fête foraine. Non, 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 on était loin de la fête foraine. Retourner dans les fêtes foraines. Et je dis à cet ami assez spontanément, je lui dis, écoute, moi j'ai été, si c'est pas trop compliqué, j'ai été guitariste, je peux m'y remettre et si tu veux, je peux essayer de t'accompagner, quoi. Et je l'ai accompagné un petit peu. Et ça, en fait, le fait qu'il fasse ses chansons et que je l'accompagne, ça a commencé à me donner envie d'écrire. Et j'ai commencé à écrire mes chansons. Mais alors vraiment, quand je dis mes chansons, c'était très très loin de ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire, moi j'étais sûr que j'étais génial et que, c'était. C'est bien, ça. J'avais fait 20 chansons, ça y est, j'avais tout ce qu'il faut pour faire au moins 2 albums, une tournée, enfin bref. Mais ça, c'est génial d'avoir ce témoignage parce que justement, parfois, à trop se juger, ça nous empêche d'agir. Oui, il faut et pas. Donc là, toi, tu pensais que t'étais génial. Bah évidemment, bien sûr. Mais... Finalement, t'avais raison, mais juste il y a un temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Disons que je l'étais pas forcément encore. Et je sais pas si j'oserais dire que je le suis maintenant. Et enfin, en tout cas, voilà, c'est venu comme ça. J'ai commencé à écrire des chansons, et puis. Il y a eu des événements qui font que la collaboration avec cet ami, ça s'est arrêté. Je suis venu en région parisienne parce que j'avais un travail. Tu es né où ? Je suis né en Normandie. Ah, d'accord. Ouais, je suis né en Normandie. J'ai eu un phénomène, une évolution professionnelle. Et je suis venu, j'ai un travail et je suis venu travailler j'ai fait une formation d'électricien. D'accord. J'étais exploitant sur les réseaux électriques pour ERDF, ce qui est devenu Enedis aujourd'hui. Et j'ai eu une mutation professionnelle. Je suis venu en région parisienne et j'ai pris mes chansons avec moi en me disant si je dois faire sans savoir exactement ce qu'il y avait, je me suis dit si je dois faire quelque chose quand même avec ça, c'est bien que je sois sur Paris. Donc j'ai vu cette mutation professionnelle parce que j'ai rien demandé non plus là. Hein. C'est un jour on m'a tendu une annonce en me disant écoute ça pourrait t'intéresser et c'était vrai, le poste en question m'intéressait. Donc ça s'est fait très rapidement et je me suis dit bah oui je pense quand même que s'il faut faire quelque chose c'est mieux d'être sur Paris. Donc je suis venu avec mes chansons, ma guitare et puis ce travail que j'avais à côté et j'ai commencé à regarder un petit peu comme ça. Où est-ce qu'on faisait de la chanson ? Je n'y connaissais rien, c'est-à-dire que je n'étais jamais passé sur scène, je savais absolument pas comment ça se passait. Comme ça, on n'a pas d'idée préconçue. Exactement. Aujourd'hui, je pense que c'est mieux. Oui. Et donc, j'ai commencé à regarder un petit peu. Puis, un jour, je commence à fréquenter des endroits où je sais qu'on chante, on fait de la chanson. Je regarde un peu comment ça se passe. Et un jour, j'ai rendez-vous avec un copain avec qui je joue un peu de guitare sur les quais, c'est l'été. Et on a rendez-vous pas loin d'une péniche qui s'appelle la Balle au Bon. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais à cet endroit, ils faisaient des plateaux de chansons. La Balle au Bon, le nom est quand même très destiné parce que j'ai l'impression que c'est toujours ce que tu as fait. Il y a quelque chose... Oui. On t'a envoyé une balle, une guitare, un poste, et toi, tu as saisi la balle au blanc. Tout à fait, c'est très juste. C'est très juste. Il y a des ponctuations comme ça, avec des événements... Si on cherche des signes, il n'y a pas besoin de chercher longtemps dans l'histoire que tu nous racontes. C'est vrai. En tout cas, quand je regarde le chemin, je me dis, oui, il y en a pas mal, quoi. Il y en a pas mal. Et attends, parce que là, il va y en avoir un beau. Donc, je passe à cet endroit parce que je vois qu'ils font de la chanson. J'y suis jamais allé. J'ai juste ma guitare avec moi parce que je dois rejoindre mon pote pour qu'on joue ensemble. Et la femme qui tient cet endroit, qui, je crois, c'était Julie Darnal à ce moment-là, dès qu'elle me voit, elle est à la caisse, dès qu'elle me voit, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait, à part la guitare éventuellement, et elle me dit tout de suite, tu chantes toi. Parce que tu chantais pas encore. Mais pas encore. Je n'avais jamais chanté. C'est comme Nina Simone, quoi. Voilà, non, mais j'avais chanté les chansons que je faisais pour 3 copains comme ça. Mais je ne chantais pas encore. Je pouvais vraiment pas dire ça. Moi, je lui dis oui. Et elle me dit tout de suite. Elle me dit, écoute, si tu veux, là il y a un plateau d'artistes. Donc il y avait 2-3 artistes qui se produisaient. Puis elle me dit, si tu veux, à la fin il y a un petit peu de temps, tu chantes 2 ou 3 chansons, un peu comme on fait sur une scène ouverte.
Et donc moi à l'intérieur, il y a une voix qui me dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et je m'entends dire d'accord, je vais le faire. Et donc je me suis retrouvé à la fin du spectacle à chanter tu lui as deux presque chansons. dit oui parce que t'osais pas dire non, quoi. Même pas. Ok. Ça s'est fait. Il y a eu ça s'est fait. Il y avait une espèce d'évidence. C'était un peu comme la guitare qui m'est remise. Là, il y avait une espèce d'évidence. Les choses je n'ai rien demandé. Les choses se sont faites comme ça. Je suis là. Ok, c'est un rendez-vous. Je savais pas qu'il y avait un rendez-vous, mais visiblement, c'en était un. Je dis oui. Et je me suis donc retrouvé sur scène après le spectacle. J'ai fait 2 chansons parce qu'il restait le temps pour faire 2 chansons. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon auteur. Il était dans la salle. Il s'occupait à ce moment-là d'un des artistes qui était passé sur scène. Il est resté. Il a écouté les 2 chansons et il est venu me voir à la fin en me disant. Et je te jure que venant de lui, c'est un énorme compliment. Il me dit, vous avez une chanson qui est sympa quand même. Et il m'a donné sa carte. Et on s'est rencontrés comme ça. Et c'est ce jour-là que j'ai rencontré mon auteur et j'ai commencé à travailler avec lui à partir de là. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai appris que c'était aussi un métier. Et qu'il fallait... Donc j'ai cru, moi qui croyais avoir plus de 20 chansons prêtes, j'ai appris que j'en avais peut-être une qui tournait bien, qui tenait la route, et j'ai appris avec lui à faire des chansons. J'ai aussi appris à ne pas forcément tout faire, et il m'a fallu un petit peu de temps. Mais il y a un moment où je me suis dit bah oui, mais il faut que ce soit lui qui écrive les textes. Et puis on s'est mis à faire des chansons tous les deux et aujourd'hui on fait des chansons qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on aurait certainement fait tous les deux si on avait travaillé tout seul, chacun de notre côté. Voilà pour... c'est intéressant parce que je t'écoutais et d'ailleurs on était sur moi pendant que tu me racontais tout ça, mais ce qui est intéressant c'est que d'avoir différentes couches, différentes personnes qui rajoutent quelque chose. Après, oui. c'est pas cloisonné. Non, pas du tout. Il y a on se donne des idées mais oui. en faisant. Oui. Et je parlais des Gypsy Kings tout à l'heure parce que on a enregistré un de leurs albums dans l'endroit où je suis né, Ouais. à Gourgoubès, dans lequel il y avait un théâtre dont je parle aussi dans les vidéos, dont je vais te toucher deux mots, qui s'appelle le Théâtre de la Pleine Lune, Ouais. qui est un endroit très poétique, puisque mon père a eu cette idée, lorsqu'il s'est installé dans le sud de la France, au nord de Montpellier, de collecter la lumière de la lune, de la pleine lune, pour éclairer des spectacles. Donc de multiplier la lumière de la pleine lune avec des miroirs, Ouais. pour les focaliser sur scène, et en fait la lumière de la lune étant la lumière du soleil, moins les UV et les infrarouges, parce que le sol lunaire la filtre, et elle ne renvoie que la frange visible de l'œil humain, ce qui est assez incroyable. Quand on la multiplie, on se retrouve avec la lumière du jour, la nuit. Mais il faut la multiplier suffisamment. Oui. Et quand on la multiplie suffisamment, les bâtonnets dans notre œil suffisent pour que l'on voit les couleurs. Ah oui, c'est étonnant. Et donc il a fait ce théâtre et entre autres, plein de choses se sont passées là où je suis né, mais les Gypsy Kings sont venus enregistrer un disque et c'était très marrant de les voir travailler. Ils jouent très bien à la pétanque. C'est vraiment des très 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 bons joueurs de pétanque. On joue pas avec eux. Et ensuite il y en a un qui prend une guitare, qui chante un truc comme ça, puis les autres prennent. C'est très, très fluide. Ça se fait naturellement. C'est ça. Et il y en a qui sont plus enclins à faire telle chose. C'est un peu voilà. Chacun trouve un peu sa place. De toute façon, oui, c'est ça. Dans on pourrait dire un peu ce foutoir, il y a quelque chose qui se crée. C'est une espèce de bordel qui s'organise. C'est ça, tout seul. Et donc, dans ce que tu racontes, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que mais même, c'était même pas prévu, parce qu'eux, ils sont quand même venus pour enregistrer un album. Exactement. Toi, t'étais même pas venu pour ça. C'est génial. Mais je pense que c'est un des meilleurs signes qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que là, pour le coup... tu sais que toi tu aurais pas pensé un instant en fait, donc tu sais que ça t'est destiné à toi, rien qu'à toi, et que c'est pour toi. Ça peut être difficile à comprendre parce que des fois tu as envie de faire d'autres choses, tu sais pas, mais en fait il y a quelque chose, il y a quelque chose qui t'est destiné juste à toi, ça t'appartient et tu dois toi incarner ça. Si t'as la chance comme ça d'avoir des portes comme ça qui te guident, ou des flèches qui te guident et qui t'emmènent sur ce chemin-là, prends-le. Oui. Prends-le parce que c'est ce chemin-là, c'est avec ce chemin-là que tu iras le plus loin et c'est avec ce chemin-là que tu vas pouvoir offrir au monde tout ce que tu as à offrir. Oui, très juste. Et donc, tu te produis le
4 mars. Alors le 3 avril. Le 3 avril. Alors, ça ne me dérange pas que vous alliez le 4 mars, mais vous risquez de trouver. Alors, ça risque d'être très différent. Par contre, si vous venez le jeudi 3 avril à 20h30 au Café de la Danse, là, on sera ensemble. Le 3 avril au Café de la Danse. Et donc, tu as combien de chansons prêtes? Alors, le tour de chant, c'est un tour de chant de 20 chansons. D'accord. Voilà, on fait 20 chansons. Le spectacle dure, alors c'est toujours un petit peu, mais c'est 1h10, 1h15. Et il y a un thème, comment tu organises? Pareil, ça se fait naturellement? Le thème, ou en fait, il vient des chansons elles-mêmes. Oui. On construit le tour de chant, c'est un enchaînement, il y a un enchaînement cohérent, ça se bâtit. Le thème, en fait, c'est l'univers qu'on va faire passer à travers les chansons. C'est ça, on va vouloir, en fait... On ne sait pas exactement forcément l'histoire que ça va raconter, mais on sait que ça doit raconter une histoire. Donc cette histoire, elle est sous-jacente dans tout le tour de chant, de la première à la dernière. Il y a une cohérence qui se dégage naturellement dans la construction du tour de chant, entre les chansons elles-mêmes, les interventions dansées, les jeux de lumière. Voilà, c'est un spectacle. On bâtit le spectacle pour que, même si on ne sait pas exactement l'histoire que ça va raconter, ça raconte une histoire, ça raconte quelque chose, et que les gens reçoivent ce quelque chose. Ben, j'espère que Sortie de scène sera là pour collecter les interviews des personnes du public qui nous disent ce qu'ils pensent, même s'ils n'arrivent pas à le dire. C'est ce que je dis au public parce qu'ils n'osent pas. Dès qu'on est en représentation, on a l'impression qu'on doit atteindre un résultat. Et souvent, les gens les plus timides, à qui il faut un petit peu diriger, un peu imposer le micro, disent des choses passionnantes, très sincères, plutôt que « Ah, c'était formidable, vraiment je vous le recommande, il faut venir voir ce spectacle. » Bon, d'accord, oui, j'imagine que c'est un peu attendu. Et puis il y en a qui se mettent à être sur eux, ce qu'ils ont ressenti. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a ce que je ressens dans notre rencontre, c'est que tu as cette capacité justement à beaucoup accueillir ce qui vient. Ah ben oui. Et ça fait énormément de choses en fait dans la vie d'accueillir ce qui vient plutôt que parfois d'essayer d'engendrer alors qu'en fait on est plutôt un résultat nous-mêmes. Oui, non, il faut en fait c'est tout le secret, c'est vraiment d'accueillir ce qui vient, quoi qu'il arrive en fait. Tu fais plus d'électricité aujourd'hui? Alors en fait j'ai toujours un travail autour de l'électricité parce qu'aujourd'hui je gagne pas ma vie avec la chanson, en tout cas pas encore. Et donc ce que j'ai appris avec l'électricité me permet d'avoir un travail qui me permet de vivre correctement, sans avoir peur des fins de mois, en ayant. C'est vrai qu'il y a aussi ça, c'est que dès qu'on rentre dans le système économique, et c'est quand même un outil, la finance, qui permet de faire des choses. Bien sûr. Mais on peut, comme tous les outils, en devenir, comment dire, pas esclave. Esclave, tu penses, si. Tu penses à ça. Et c'est vrai que parfois les gens qui ont beaucoup de succès, ça ne veut pas forcément dire beaucoup de réussite, c'est beaucoup de succès, se retrouvent un peu embringués dans un truc et ils doivent continuer et ils n'ont pas forcément envie, je ne veux pas citer de nom, mais c'est pas forcément une source de bonheur et d'épanouissement, même s'ils sont dans l'opulence et dans le succès apparent, ils sont en fait pas forcément connectés à eux. Moi j'ai vécu ça, par exemple, j'ai lancé une troupe de chanteurs d'opéra et on organisait des spectacles là où je suis né, et on était un peu comme en vacances mais avec une vraie ambiance de travail et on répétait, on faisait les noces de Figaro, c'est un truc de ma famille, on est obligé. Mon père a assisté Strehler et il a repris les noces pendant 30 ans à l'Opéra de Paris, donc moi j'ai monté les noces à sa mort, un peu comme une continuité, une legacy, exactement, une continuité. Et donc j'avais l'Opéra de Paris, comment ça se passait, les noces de Figaro à l'Opéra de Paris, et les noces de Figaro avec des chanteurs de niveaux, on va dire, différents, puisque tout le monde était bénévole, mais il y en avait qui étaient très contents de venir visiter ce rôle avant de le jouer dans un opéra pour l'acquérir, et puis d'autres qui étaient un peu, voilà, comme ça. Et ce qui était formidable, c'est qu'il y avait tout le monde était vraiment en harmonie, les gens étaient tous très heureux, et il y en a beaucoup qui ont fait la carrière d'ailleurs, qui étaient là et qui sont devenus chanteurs d'opéra professionnels aujourd'hui. J'aimerais bien avoir ça va se produire d'ailleurs, avoir leur retour, savoir qu'est-ce qu'ils vivent maintenant. Qu'est-ce qu'ils sont devenus. Parce qu'on se dit, quand on va être à l'Opéra de Paris dans notre loge, on sera tellement heureux, ce sera tellement formidable.
Et en fait, c'est pas forcément le cas. Oui, parce que en fait, mais ça c'est valable pour tout. C'est-à-dire que la vie qu'on imagine, en fait, c'est la vie réelle, la vie qui nous est offerte, qui est celle. Il y a tout dans cette vie-là. Le problème, c'est que on imagine des vies qu'on idéalise parce qu'on n'accepte pas la vie qu'on a. La plupart du temps, mais par contre, il faut être complètement incarné, il faut être connecté à son humanité profonde, sinon on devient esclave de n'importe quel système. À partir du moment où tu es déconnecté de ton humanité, quel que soit le type de système qui va arriver, ça peut être de la drogue, ça peut être de l'argent, ça peut être du sexe, ça peut être des jeux, mais tu vas te retrouver esclave de ça. Ça peut être des écrans. Ça peut être des écrans. Abonnez-vous quand même sur Sortie de scène. Hein, oui, mais vous pouvez quand même vous abonner à la chaîne Sortie de scène. Voilà, ça, mais on n'est pas obligé de le regarder, on peut le poser, écouter. Voilà. Mais soyez libres. Mais en tout cas, voilà, en fait, c'est pas tellement le système en soi. Là-dessus, c'est nous en tant qu'êtres humains. Qu'est-ce qu'on va faire au milieu de tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Qu'est-ce qu'on va incarner pour éviter que tous ces systèmes, que toutes ces énergies... L'économie, c'est une énergie. L'argent, c'est une énergie. Ça permet des échanges. L'argent, quand ça te permet, justement... Là, par exemple, on est dans un studio. Il a fallu de l'argent pour acquérir du matériel. Il faut de l'argent pour faire ça, Mais on fait, avec ça... on fait une vraie rencontre. Il faut que toute cette technique, tout ça, tout ce qu'on va acquérir avec, soit mis au service de quelque chose d'humain. Si c'est détourné, si c'est dévoyé, oui, là ça dégénère, et quel que soit le chemin qu'on prenne, on ne sera jamais satisfait. Alors que si on est complètement connecté à son être profond, à l'humanité qu'on est venu incarner, jamais, quel que soit le travail que tu fais, quel que soit le système dans lequel tu es, tu ne seras pas esclave. Et tu vas même, je vais aller plus loin, tu vas même libérer des gens autour de toi, parce qu'ils vont sentir ça, ils vont sentir qu'il y a la possibilité de ne pas être emprisonné. Ils vont le sentir. De ne pas être dégénéré. Oui. D'être régénéré. Exactement. Ils vont le sentir. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs, comme je pense de tout temps, c'est le rôle des artistes d'aider à ça. Un artiste doit incarner un peu plus, parce que dans ce monde-là, il y a trop de gens qui sont déconnectés. Donc il faut que ceux qui ont une connexion un peu plus forte aident les autres à se reconnecter. En fait, quand tu dis un artiste, c'est simplement une personne... C'est un être humain. Un être humain qui écoute un autre tambour. Exactement, c'est un être humain. Dans les artistes, il y en a aussi qui écoutent le même tambour que les autres. Bien sûr. En fait, par exemple, il ne faut pas confondre artiste et musicien ou chanteur. On peut être un excellent technicien, guitariste, chanteur, sans être forcément un artiste. On peut être un grand artiste sans être un très bon peintre ou musicien ou chanteur. On le voit en faisant une petite corrélation. Je parle de l'opéra, mais il y a des chanteurs qui sont des bons chanteurs, mais qui ne sont pas une technique extraordinaire, qui n'ont pas non plus une voix extraordinaire, parce que l'organe qu'on a, c'est l'organe qu'on a. Enfin, il y a des gens qui mesurent 2 mètres et d'autres qui mesurent 1,50 m. Il y a des gens qui ont des voix immenses et avec une tessiture et une amplitude immense. Et puis il y a des gens qui ont une voix assez fine et puis pas très puissante. Enfin, voilà. Mais là, justement, les artistes, pour moi, c'est ceux qui arrivent avec ce qu'ils ont. Voilà. À transmettre des choses qui d'ailleurs que eux peuvent transmettre à la fin. Exactement. C'est-à-dire que ceux qui ont des grosses voix et tout ce que ils vont pas réussir à transmettre que ça. Ouais. Et donc on a besoin de cette personne qui n'a que cette voix. Tout à fait. J'avais entendu, comme j'étais, comme je te le disais, j'étais guitariste pendant un moment, et donc pendant un moment je m'intéressais un petit peu au blues, et j'ai entendu B.B. King prononcer cette phrase que j'ai adorée. Je ne savais même pas pourquoi encore à ce moment-là, mais je me suis dit mais c'est tellement vrai ce truc. Il dit mais B.B. King par exemple c'est l'exemple même d'un guitariste qui va faire 3 notes là où d'autres vont en faire 50. Mais ces 3 notes tombent exactement comme il faut, où il faut, avec exactement la bonne intention. C'est magique. Et il dit, mais il y a plein de gens qui peuvent faire ce que je fais. Moi, ce que je fais, il y a plein de gens, mais ils ne sont pas moi. Et
lui, à travers ces quelques notes mais il y a quelque chose d'immense qui se véhicule. Et n'importe quel artiste ou être humain à sa place doit faire quelque chose comme ça. Oui, c'est, je crois, Oscar Wilde qui disait « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Oui, tout à fait. Je ne sais pas si c'est Oscar Wilde, mais je connais cette phrase. Oui, je la trouve très... Ouais, superbe. Écoute, là, je pense qu'on a fait on a encore un peu de temps, je revérifie bien. Ouais, non, parce que comme il y a eu des coupes, toi, je structure un petit peu toujours de la même manière mes interviews. Ouais. Je pars de ce que j'ai fait avec Sortie de scène. Ouais. J'ai fait toujours les mêmes questions. C'est un peu une manière de formater. Oui. J'aime bien parfois le cadre, parce que ça permet de sortir du cadre. Oui. S'il n'y a pas de cadre, on ne peut plus sortir du cadre. Tout à fait. Et je repars sur les Noces de Figaro, qui sont très fondateurs dans ma vie et dans la vie de mon père, qui m'a transmis plein de choses, sans le vouloir d'ailleurs. Les Noces de Figaro, il disait, c'est un peu un étalon à opéra. Si on réussit les Noces de Figaro dans un opéra, c'est que l'opéra fonctionne bien. Parce que dans les noces, il y a 4 actes quand même. C'est beaucoup. Il y a donc beaucoup de décors, beaucoup d'accessoires. Il y a beaucoup de chanteurs. Il y en a 10 ou 11 selon les distributions. Il y a un chœur, pas immense comme dans d'autres opéras, mais il y a quand même un chœur. Il y a un orchestre mozartien de bien 50-60 personnes. Enfin, on peut réduire, mais voilà. Donc, il y a un petit peu tout ce qu'on peut trouver sur une scène en fait dans les noces et en plus c'est très rapide, dynamique, donc enfin voilà, il y a beaucoup de contraintes et donc c'est vrai qu'il y a des opéras qui peuvent paraître très impressionnants comme certains Verdi qui sont en fait plus simples techniquement à monter. Alors ça demande d'autres contraintes, mais voilà, là c'est vraiment, on touche à tout et donc ce cadre permet ensuite de multiplier, de simplifier, de revenir, donc c'est un peu comme un étalon, et ensuite soit on fait plus petit, soit on fait plus grand. Et donc pour revenir sur Sortie de scène, parce que c'est de là que je suis parti, j'ai mis en place ces 5 questions qui me sont venues, je dois dire, assez peut-être un peu comme la balle au bond, assez naturellement, où en tant que producteur, je me suis posé les questions, qu'est-ce que on veut savoir et qu'est-ce qu'on aimerait que les gens sachent sur ce qu'on fait. Donc déjà, qui on est, donc on se présente rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait, présenter le spectacle, qu'est-ce que c'est. Et puis ensuite, j'aime bien cette question, pourquoi. Et c'est important de la poser. Donc là, toi, on a répondu toute notre podcast, c'était pourquoi. C'est parce qu'en fait, c'est pas toi qui as la réponse. Il est sous-jacent à tout ce qu'on... Oui, c'est ça. Tout à fait. Et donc, le pourquoi ce spectacle, je rajoute parfois, et pas un autre. Donc, comme tu disais avec B.B. King, c'est pourquoi ces notes-là, simples, que tout le monde peut faire, c'est moi qui fais ces notes. C'est parce que c'est moi qui le fais. Il y en a plein d'autres qui ont pu le faire ou qui peuvent le faire, mais qui le font pas. Et donc il y avait ça. Et ensuite, donc, une des dernières questions que je pose, j'aime bien celle-là, je l'ai volée sur un autre média assez différent, mais c'est quel est votre conseil à la jeune génération? J'aime bien ça parce qu'en fait, ça veut aussi dire quel est le conseil que vous donneriez. Il y a une transmission du métier, puis aussi quel conseil vous auriez aimé recevoir et que vous n'avez pas eu. Donc j'aime bien terminer avec ça parce que ça révèle en fait pas mal les gens. Quel est ton conseil aux gens qui se lancent dans la musique, dans la guitare, dans le chant, dans la composition? Alors, je me permettrais pas vraiment... donner vraiment un conseil franchement, moi je me considère pas du tout comme quelqu'un qui est arrivé. Je considère que j'ai tout à faire et le seul et unique conseil que je me permettrais de donner à quelqu'un, c'est, mais quoi qu'il fasse, c'est ayez quelqu'un dans votre existence, ayez dans votre entourage, quelqu'un qui va pouvoir tout vous dire, même ce que vous ne voulez pas entendre. C'est le seul conseil que je me permettrais de donner pour avancer. Alors que ce quelqu'un soit à l'extérieur ou que ce quelqu'un soit à l'intérieur, mais qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage qui vous dise et que vous puissiez entendre tout ce que vous devez entendre. Même si ça vous plaît pas de l'entendre, parce que presque surtout si ça vous plaît pas de l'entendre. Il faut pas que ce soit, en aucun cas, il faut que ça reste, faut que ce soit de l'amour quand même. C'est-à-dire que ça reste, il faut que ce soit, il y a des gens qui alors c'est valable partout, mais ça se voit peut-être un peu plus dans le monde du spectacle.
Il y a des gens qui, parce qu'ils sont frustrés de ne pas avoir fait de scène, de ne pas avoir fait ceci, de ne pas avoir fait cela, vont avoir un regard malveillant et vont vous dire systématiquement que des choses qui vous détruisent. Je ne parle pas de ces gens-là. Ces gens-là, fuyez-les. Fuyez-les. Alors c'est un autre, à la limite, c'est un autre conseil que je me permets de vous donner. Fuyez ces gens-là. Ayez dans votre entourage quelqu'un qui peut tout vous dire, mais aussi quand c'est bien. Vous devez pouvoir l'entendre. J'adore ton conseil. J'adore ton conseil. C'est quelque chose que je me suis aussi un peu appliqué ces derniers temps, justement, et je valorise quand je sens la sincérité. Et c'est vrai que quand on nous fait des louanges, parfois on a du mal à croire en la sincérité de la personne. Oui, il faut faire attention. Quand on nous dit des choses méchantes, on se dit, ça dépend comment c'est fait. Oui. Mais selon le contexte, on se dit, bon, c'est pas très agréable à entendre, mais il a l'air sincère au moins. Et maintenant, je valorise ça. Ça veut pas dire qu'il a raison. Non. Déjà, il est sincère. Il y a peut-être, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il ou elle a dit, il y a peut-être 5% qu'il faut garder. Il y a peut-être cette petite vérité, cette petite information-là, si vous êtes capable de l'entendre, vous pouvez en faire quelque chose et là, elle peut vous faire avancer. Bah c'est ça, et dans ces cas-là, cette personne plus d'informations. Voilà, il y a un peu plus d'informations. Pour parler de mon grand-père qui était donc directeur de l'Opéra de Lyon et qui était connu pour être quelqu'un d'assez direct et j'ai envie de dire ça rigolait pas. Pas facile. Alors qu'il faisait que des opérettes, des opéras comiques, il avait engagé Bourvil, donc son métier c'était entre autres de faire rire, mais lui, ça rigolait pas. Oui. Et donc il disait, il auditionnait des chanteurs, et il y a des gens qui avaient un autre métier comme ça, qui venaient et qui chantaient. Et mon père m'avait transmis, il avait dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie à côté Il dit, bah voilà, je suis boulanger. Et mon grand-père apparemment lui avait dit, retournez dans votre boulangerie. Et on peut trouver ça violent, parce qu'il s'attendait pas, déjà il s'attendait pas à entendre ça forcément dit comme ça. Mais ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que soit mon grand-père avait tort, ce qui est tout à fait possible, il s'est trompé. Ça arrive plein de fois. Je crois que Chaplin avait dit à un immense acteur américain, je ne me rappelle plus lequel c'est, il faut jamais faire ça, et puis c'est devenu une star. Oui, donc des gens qui se trompent, ça arrive tout le temps. Mais ça peut être un déclencheur aussi. C'est-à-dire que soit il dit, après tout, il a peut-être raison, je vais retourner dans ma boulangerie, il gagne du temps. Oui, et il n'en fait pas perdre aux gens. Exactement. Ce qui n'est pas non plus négligeable. C'est ça. Et en plus, il fera peut-être du très bon pain. Mais c'est ça. Chose pour laquelle il est peut-être fait. Et voilà, parce que c'est formidable de manger du bon pain et c'est loin d'être anodin. Tout à fait. Soit il dit non, mais moi je vais lui montrer, il se trompe. Et donc ça peut être aussi un accélérateur. Voilà. Donc ça va dépendre de ce qu'on en fait nous. C'est ça. Écoute Lionel, merci pour cette rencontre. Merci avec plaisir. Je te laisse le mot de la fin. Si tu veux dire une dernière chose, c'est toi qui clôture comme tu veux. Écoute, merci à toi de m'avoir reçu. À travers toi, je remercie tous les gens qui vont nous regarder, qui vont aussi participer à cette rencontre. Et puis rendez-vous donc le jeudi 3 avril à 20h30 au Café de la Danse pour un autre genre de rencontre. Parfait, merci.